Ouais. OK, thank you. Thank you. Merci, un grand merci. Et comme je vous disais tantôt, oui, bonjour encore une fois. Et on débute l'enregistrement, donc c'est le moment de prendre le thème du chapitre. Aujourd'hui, nous allons parler de la régulation de naissance. Dès l'introduction, on a dit l'un des chapitres ou encore des thèmes avec TH, les plus importants et du cours encore du contenu du programme des sages-femmes, c'est la régulation de naissance. Au fait, et le mot le plus connu, c'est le traitement de l'infertilité, ou bien les mots les plus connus, mais nous devons quand même mettre le mot dans son contexte. Ainsi, nous parlons de régulation de naissance. À la vérité, c'est quoi? Sûrement, on en a discuté dès l'introduction, mais je vais quand même redire. Et la fertilité humaine, ou encore le fait de donner naissance à un enfant, nous sommes amenés médicalement à dominer cette capacité ou bien cette opportunité ou encore cette fonction humaine par deux mécanismes. Le premier mécanisme et le mécanisme le plus connu, c'est la contraception. C'est-à-dire, nous pouvons quand même dire, ben voilà, je ne veux pas encore d'enfants, ben je veux X, N quantité d'enfants. Donc, c'est la contraception. Par ce moyen, on l'appelle d'ailleurs planning familial. Mais planification familiale, c'est l'élément le plus utilisé en planification familiale, c'est-à-dire on peut décider de quand on fait un enfant et combien d'enfants on fait. Ça, c'est la contraception. Ce chapitre, vous devez voir ça avec quelqu'un d'autre. C'est un chapitre bien particulier dans la formation des sages-femmes. Mais le deuxième mécanisme, le deuxième paradigme, c'est naturellement pouvoir et quand même aider quelqu'un qui a des difficultés pour tomber enceinte ou bien pour avoir des enfants, l'aider à avoir des enfants. Ce deuxième volet s'appelle l'assistance médicale à la procréation ou encore procréation médicalement assistée. Donc, dans ce chapitre de régulation de naissance, il y a deux sous-chapitres. Il y a la contraception que nous ne verrons pas et nous allons voir de préférence l'assistance médicale à la procréation ou encore qu'on appelle procréation médicalement assistée, PMA, ou bien AMP, ça dépend de ce que vous êtes, en anglo-saxon ou bien en francophone. Voilà, donc notre chapitre aujourd'hui, notre cours d'aujourd'hui va se baser sur l'assistance médicale à la population. Toutefois, si vous avez des questions sur la contraception, n'hésitez pas, puisqu'au fait, je suis quand même le détenteur du cours de gynéco. Peut-être que celui qui fait le cours de contraception ou bien de planification familiale, peut-être que cette personne ne verra pas les bases de la contraception, mais si vous voulez, il faut seulement se référer à ce qu'on a vu déjà par rapport à l'ovulation. On a le grand et momentum en ce qui a trait à la contraception. Bref, c'est pas mon but aujourd'hui de voir la contraception, mais on va en voir de préférence le deuxième volet qui est la procréation médicalement assistée. Au fait, ça fait référence à ce qu'on appelle à la fertilité humaine, la fécondité humaine. Ce sont des deux éléments qui font partie quand même des fonctions de l'être humain. Donc, la fécondité, c'est par définition, c'est la capacité de donner naissance à un enfant vivant, qui est un tout petit peu différente de la fertilité. La fertilité, c'est la capacité à concevoir, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir donner le pouvoir de pouvoir concevoir. La conception, c'est quoi en fait? C'est le fait de tomber enceinte. Ça suffit pour parler de conception. Alors que la fécondité, non seulement il faut tomber enceinte, mais il faut y arriver à avoir un enfant, donner naissance à un enfant vivant. C'est différent, c'est pourquoi on parle de taux de fécondité, on ne parle jamais de taux de fertilité. Vous avez entendu ce mot de fertilité, par exemple, on parle de terrain fertile, la fertilité du sol, etc. Tout ce qui est fertilité, c'est quand même la capacité à concevoir, la capacité à se multiplier. Voilà d'autres mots qu'on peut utiliser en matière et de fertilité. D'autres mots qu'on peut utiliser en matière de fertilité. Mais je vous dis franchement, la capacité à concevoir, ça s'appelle fertilité. Différent de fécondité, c'est la capacité de donner naissance à un enfant vivant. Ces deux mots sont des fois échangés de manière similaire, mais ils sont très loin, très très loin. C'est pas des cousins, oui, c'est des cousins, mais c'est pas des frères. Les mots fertilité et fécondité. En fait, oui,
C'est des mots qui, des fois, qui se remplacent l'un l'autre, mais c'est pas la même chose. La fertilité, on peut dire un sol est fertile, un sol est fécond si le sol est capable de multiplier et de donner beaucoup de, par exemple, un maïs, par exemple, une espèce de maïs est très féconde, c'est quand l'espèce peut se reproduire et donner beaucoup d'autres maïs. Alors que le sol elle peut être fertile. L'espèce peut être féconde. Vous voyez déjà la différence. Donc, la fertilité, on ne va pas s'attarder trop, mais c'est pas la même chose. Je voulais quand même faire le point sur ces deux mots. Maintenant, et d'ailleurs, on parle d'indice de fécondité, on ne parle pas d'indice de fertilité. Maintenant, quand est-ce qu'on va parler de fertilité? En fait, l'infertilité, c'est l'incapacité. Alors, je dis, il faut savoir faire référence. En fait, on va parler d'infertilité uniquement en rapport avec un couple. Si quelqu'un n'a pas de mari, quelqu'un n'a pas de femme, il ne peut pas se dire infertile. On parle d'infertilité, c'est quand il y a relation de couple. C'est-à-dire, il faut avoir des relations sexuelles, on va voir ça, c'est très stable. Donc, les définitions sont écrites sur votre écran. L'infertilité, par définition, c'est l'incapacité d'un couple à concevoir après au moins une année de rapport sexuel régulier sans contraception. Qu'est-ce qu'on entend par rapport sexuel régulier? C'est le fait d'avoir au moins alors, un rapport sexuel chaque 48 à 72 heures. Ou en d'autres mots, 3 fois par semaine, mais ce n'est pas 3 fois dans le même jour. 3 fois par semaine, ou bien un rapport chaque 2, 3 jours. Je vais rapidement faire le point là-dessus et je vais revenir, je vous laisse le temps d'écrire. Qu'est-ce qu'on entend par rapport sexuel régulier? C'est le fait d'avoir des rapports sexuels chaque 48 à 72 heures. Toutes les 48 à 72 heures, la personne a un rapport sexuel. Et après un an, cette personne ne tombe pas enceinte. Ben, le couple n'a pas encore de grossesse. Dans ce cas, on parle de couple infertile. L'infertilité, c'est l'incapacité d'un couple à concevoir après une année de rapport sexuel stable, régulier, sans contraception. Voilà la définition d'infertilité. Qui n'est pas qui est différent de la stérilité, où quand même c'est une infertilité totale, avec pratiquement la perte de chance d'enfanter. Donc, non seulement il y a l'incapacité physiologique naturelle à concevoir et à porter ou bien à accoucher d'une progéniture saine ou viable, mais dans la stérilité, c'est quand même, il n'y a pratiquement pas d'espoir physiologique de concevoir. Donc, la personne, maintenant, de plus en plus, on abandonne ce mot parce qu'on arrive à comprendre qu'on peut aider une personne, même ça, dans cette situation, on peut quand même utiliser une mère porteuse et nous allons parler de quelques cas de stérilité. Quand même, mais et il faut dire, nous n'allons pas nous attarder parce que la stérilité est de plus en plus combattue. Il y a de moins en moins de couples stériles. Mais l'infertilité, c'est très connu d'ailleurs. Nous allons parler de la fréquence de l'infertilité tout à l'heure. Donc, la stérilité, c'est quoi? C'est quand même c'est la perte des possibilités de concevoir. Et là encore, et on est en train de questionner ça parce qu'on arrive toujours, quasiment toujours, à trouver un moyen d'aider une personne à avoir un enfant. Mais de manière naturelle, il y a vraiment des gens qui sont stériles. Alors, dans quel cas on peut parler de stérilité, par exemple? Par exemple, une femme qui n'a pas de matrice, et bon, elle n'a pas un doit porter un enfant. Mais maintenant, si elle a des ovaires, on peut la faire ovuler et prendre ses ovules et donner à une mère porteuse. C'est en fait les derniers mots qu'on verra dans ce cours, cette affaire de don l'ovocyte et même de mère porteuse. On en parlera quand on parlera de la synthèse dans ce cours, les aspects légaux et éthiques de la fertilité. Voilà, la stérilité, c'est l'incapacité totale à concevoir. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'ovaire du tout, qui n'a pas d'utérus du tout, un homme qui a perdu, en fait, pour qui on a fait quand même une ligature des déférents qu'on appelle vasectomie, etc. C'est des gens infertiles. Mais des gens stériles, pardon. Infertiles, c'est autre chose. Les stériles, c'est des gens qui ont perdu, par exemple, un organe indispensable à, quand même indispensable à la conception. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de trompe du tout, quelqu'un qui n'a pas d'ovaire du tout, qui n'a pas de matrice du tout, cette personne est stérile. Tout comme un homme qui n'a pas de testicules, pour qui on a fait une orchidectomie bilatérale. Orchidectomie signifie le fait d'enlever les testicules. Orchi, pour R, c'est HI. Donc voilà en gros, quand on parle de ça. Donc, si je vais trop vite, je vous dis, la stérilité, c'est quand même différent de l'infertilité parce que dans la stérilité, il y a perte totale de la possibilité de concevoir. Voilà la différence entre stérilité et infertilité.
Maintenant, passons à l'infertilité qui est notre dada aujourd'hui. Alors, nous allons parler de l'infertilité. On a déjà donné la définition. Maintenant, quand on parle de référence, on fait référence à quoi? C'est-à-dire l'infertilité fait référence au couple. On ne parle pas d'infertilité pour mes étudiants sages-femmes qui ne sont pas encore mariés, qui sont chez leurs parents. Et j'imagine qu'ils n'ont pas de relation sexuelle trois, alors, 3 fois par semaine ou encore chaque 48 à 72 heures. Peut-être que beaucoup d'entre vous peuvent me démentir, ben, me dire non, et moi, je les ai tous les jours. Donc, ça t'est arrivé, même si on est encore chez ses parents, il y en a parmi nos garçons ici qui peuvent dire, ah ben moi, je peux me battre l'estomac, je suis arrivé à l'avoir chaque jour parce que chaque jour, je passe chez une nana et je l'ai. Tout comme il y a des filles ici chaque jour qui passent chez leurs copains, mais chez plusieurs copains et qui arrivent à l'avoir. Mais normalement, on parle de fertilité pour des gens stables qui vivent dans un couple et qui, malgré tout essai, n'arrivent pas à avoir un enfant. Maintenant, quelle est la fréquence de l'infertilité? Actuellement, de plus en plus, on rencontre des couples infertiles. Mais on va faire notre épidémiologie, surtout par rapport à l'infertilité masculine et féminine. De toute façon, il faut comprendre que sur chaque 100 couples, et après un an, au moins 50% au moins auront déjà un enfant ou encore auront déjà une grossesse dans le couple. Mais il y en a qui, disons après 2 ans, 85 sur les 100 auront quand même une grossesse ou bien un enfant. 2 ans après, et le rapport sexuel, oui, on va me dire de m'arrêter un peu, je vais trop vite, je sais. N'allez pas trop vite, s'il vous plaît, c'est un nouveau chapitre pour nous déjà, merci. C'est qui a écrit ça? C'est Alexis. Ok, Alexis, pas de souci. Mais on en a parlé tellement. Ok, pas de souci, je vais m'amuser avec vous un petit peu plus lentement. Oui, par définition, on en a parlé. La référence, c'est par rapport au couple. La fréquence, oui, ça, je dois m'arrêter un tout petit peu. Et sur un an, c'est jusqu'à 50% n'auront pas d'enfants. Sur 2 ans, c'est seulement 15%. Le taux d'infertilité sur 2 ans, c'est 15 couples sur 100. Et sur 2 ans et demi, c'est 13. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, et même après 5 ans, il y aura 5% de couples qui n'auront pas encore d'enfants. Et là, c'est la vraie infertilité. Et même après 10 ans, il y aura 1% qui n'auront pas d'enfants. Maintenant, en matière de fréquence, l'infertilité est de 50% actuellement après un an, 15% après 2 ans. Et ça diminue progressivement jusqu'à atteindre 1% autour de 10 ans. Maintenant, en matière de masculin et féminin, l'infertilité masculine, dans un couple, on estime que, concernant par rapport aux causes, il y a 40% de causes féminines, 40% de causes masculines et 20% de causes mixtes. Dans le couple, en matière d'étiologie, bien de cause de l'infertilité, 40% est d'origine féminine, 40% d'origine masculine, 20% c'est les deux. Et actuellement, on est en train d'interroger, de se questionner s'il n'y a pas beaucoup plus d'hommes infertiles que de femmes. Peut-être que parce qu'on avait fait plus de recherches sur les femmes, ou encore peut-être que c'est la civilisation qui va réduire les spermatozoïdes chez l'homme. Je viens de dire ça pour les garçons qui sont là et peut-être pour vous aussi. Il faut savoir que de plus en plus, les hommes sont infertiles. De plus en plus, les hommes ont des problèmes même de rapport sexuel. On en parlera tout à l'heure. De plus en plus, les hommes ont moins de spermatozoïdes. De plus en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre mode de vie n'est pas compatible à une bonne évolution des spermatozoïdes. Naturellement, les testicules étaient faits pour être gardés à froid, pas très chaud. Le fait de porter des slips et des culottes et 24 heures sur 24, ça réduit quand même. Le fait de s'asseoir beaucoup pendant la journée, de conduire une voiture, d'ailleurs, les chauffeurs, les gens qui passent une journée à conduire une voiture ont moins de spermatozoïdes que les gardiens qui sont à la maison et qui restent et qui marchent sans slip pendant toute la journée. Je vous conseille, monsieur, au moins quand vous rentrez chez vous le soir, d'enlever. Et les boxeurs, normalement, sont pas compatibles, ne sont pas physiologiques. Évitez les boxeurs qui ne laissent pas de l'air rentrer. Parce que quand vous voyez vos testicules,
votre corps à 37 degrés environ, vos testicules peuvent tolérer maximum 25. C'est pourquoi ils sont à l'extérieur du corps. S'ils pouvaient tolérer une température assez élevée, ils seraient dans le corps comme les ovaires. Ils sont mis à l'extérieur, c'est parce que normalement, ils ne peuvent pas tolérer une température qui est la température du corps. Ils sont en contact avec le corps, mais ils doivent être ventilés. Évitez les slips trop serrés, notamment les boxers et autres, et surtout rester sans slip au moins le soir. Si c'est la journée, vous êtes chez vous aussi. Même pour les filles, aussi rester sans culotte au moins le soir. Ça va aider les garçons, n'est-ce pas, monsieur? Vous serez content qu'elle soit sans culotte. Bien. OK, de toute façon, le corps n'avait pas besoin de toutes ces protections. Oui, il faut protéger sa nudité, mais il ne faut pas empêcher l'air de circuler dans le corps, notamment dans les organes génitaux externes. Pour les filles, c'est la vulve. Pour les hommes, c'est. Et donc, malheureusement, pour les filles, c'est les culottes qu'on appelle les flancs, les tangas, etc. Il faut les éviter pour les filles parce que ça, la communication entre le vagin et l'anus, ça ne donne pas la possibilité de l'air de rentrer de venir dans l'orifice vaginal pour les filles. Mais pour les hommes, les boxers aussi, tout comme les slips serrés, malheureusement, empêchent l'air de circuler autour des testicules et ça réduit. D'ailleurs, c'est une des méthodes de contraception qu'on fait maintenant. Un homme qui porte 24 heures sur 24 des boxers, après 6 mois, il est incapable de mettre enceinte une femme. Bon, on ferme la parenthèse. Il faut savoir c'est que la répartition est égale entre l'homme et la femme en matière d'infertilité. C'est-à-dire 40% de causes féminines, 40% de causes masculines et 20% c'est les deux. Maintenant, en matière d'impact, à cause de l'infertilité, il y a quand même pas, la plupart du temps, des problèmes dans les couples. L'infidélité est au rendez-vous. Moi, je vous en parle parce que je le connais bien. Et puis aussi, c'est une cause de dispute, de désaccord dans les couples. En général, on ne combat pas un problème en division, il faut s'unir pour combattre les problèmes. C'est ça notre problème en Haïti. Nous sommes unis pour avoir l'indépendance, après nous sommes désunis. Or, c'est l'union fait la force. Donc, dans un couple infertile, il faut chercher l'unité. Les gens doivent parler le même langage pour arriver à avoir un enfant parce que la plupart du temps, il peut y avoir des problèmes chez les deux personnes, ou même si chez l'une des deux, eh bien, l'autre doit soutenir l'autre, l'un doit soutenir l'autre, bien l'une doit soutenir l'autre pour arriver à la résolution. L'impact, c'est que l'infertilité est source de discorde, est source de mépris aussi dans la société. Vous savez que malheureusement, chez nous, on appelle les femmes infertiles. Dans les couples, on indexe les femmes comme si les femmes seulement. Jusqu'à présent, c'est la mentalité en Haïti. Et puis ensuite, le pire, c'est que on appelle ces femmes-là, ces bonnes femmes, ces courageuses femmes, maman mulette, ou ces mouches qu'on calé, qui sont encore, qu'est-ce qu'on dit encore, mes enfants, mes amis, vous pouvez parler, vous pouvez enlever la barrière de votre micro. Comment on appelle les gens qui n'arrivent pas à enfanter après 1 à 2 ans de mariage? Moi, j'ai été à l'église, je savais faire des conférences et ils m'ont donné pas mal de témoignages. Mais la société vous donne beaucoup de pression. 6 mois après le mariage, il faut que vous gagnez. Il y a moyen de tout, c'est comme des choses. C'est comme si vous leur devez un enfant. Les parents, les amis, moi, je connais une personne, la belle-mère n'allait jamais chez elle parce que pour la belle-mère, elle était incapable d'enfanter. Quand on a fait le spermogramme, on va en parler, on a vu que c'était le monsieur. Eh bien, elle s'est vengée, elle s'est bien vengée parce que le monsieur avait zéro spermatozoïde. Et quand on a eu le spermogramme, enfin, après 3 ans de suivi, eh bien, elle a été ailleurs, trouvé quand même une grossesse. Et le monsieur était tout heureux, seul elle et moi et puis l'autre personne qui savait que les spermatozoïdes n'étaient pas de ce monsieur, même s'il était le beau-père de l'enfant. Excusez-moi, le père légal de l'enfant. Bon, bref, c'est des choses qui ont beaucoup d'impact sur la famille, c'est-à-dire cette affaire d'infertilité. La société voit le couple comme un couple qui est maudit, l'Église, toutes les sociétés, même au niveau du péristyle. Et excusez-moi pour les redouisants, quand je dis même, c'est qu'ils sont plus tolérants dans les péristyles en général qu'à l'Église. Vous allez être stupéfait d'entendre ça. Et à tous les niveaux, les gens sont condamnés quand ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Dans la famille, et des fois, ils se condamnent eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont maudits. Et surtout dans les couples, il y a des difficultés. Il y a des gens qui vont essayer ailleurs. La femme va essayer pour voir si elle peut avec un homme, un autre homme. Et tout comme le monsieur, en général, les messieurs vont essayer. Et généralement, ça pose beaucoup de problèmes. Maintenant, donc, puisqu'il y a beaucoup d'impacts négatifs, rarement il y a des impacts positifs. Ils s'unissent pour être plus forts. Dans la plupart des cas, c'est des impacts négatifs. En ce sens, nous devons chercher à avoir les causes
et résoudre des problèmes d'infertilité. Justement, on va passer à l'autre étape. À part maintenant les impacts, eh bien, comme vous voyez, la plupart du temps, il y a une cause derrière l'infertilité. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de parler de ces causes et de trouver une ou plusieurs solutions. C'est ça le rôle de la procréation médicalement assistée. Quelles sont les causes d'infertilité? Qu'est-ce qui rend quelqu'un infertile? Bon, à tous ces tout honneur, vous savez qu'au niveau chez, alors, il y a l'infertilité masculine qu'on ne verra pas, parce que ce n'est pas notre affaire, mais il y a l'infertilité féminine. Nous parlons surtout de l'infertilité féminine. Quelles sont les causes de l'infertilité féminine? Parlons tout rapidement, et vous le savez mieux que moi, des anovulations. Comme on a vu les aménorrhées la semaine passée, c'est pourquoi on a fait la jonction. On connaît quasiment les différentes causes d'anovulation. Continuons à reparler. Si oui, eh bien, vous savez, une anovulation signifie incapacité de produire un ovule. C'est seulement ça. Pourquoi on peut avoir une anovulation? C'est des problèmes au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Notamment, c'est quand il y a manque de progestérone, quand il n'y a pas de maturation folliculaire, quand il n'y a pas d'ovulation, comme on en a parlé. Et aussi, une fois, s'il y a difficulté pour que le spermatozoïde rencontre l'ovule. Et dans ce cas, on parle de fécondation, notamment dans les cas de PID, d'endométriose. Sûrement, on a des trompes qui ont des problèmes. Et on peut avoir ça aussi dans le cadre de la glaire cervicale qui peut être absente ou bien de mauvaise qualité. Et parfois même, on peut avoir une sténose cervicale. On en a parlé, on va en reparler tout de suite. Et finalement, le dernier sous-chapitre des causes de problème et de tomber enceinte, c'est les causes où l'utérus lui-même n'arrive pas à bien recevoir l'œuf fécondé. Par exemple, en cas de malformation utérine, en cas de masse endocavitaire, en cas de synéchie, c'est ce que nous verrons dans la prochaine diapo. Dingue. C'est dingue ça. On ne peut pas bouger. Maintenant, quelles sont les causes? Alors, il faut dire que le problème avec l'infertilité, vous ne pouvez pas dire à 100% il y a une cause derrière l'infertilité. Parce que beaucoup de femmes vont avoir ces mêmes problèmes, elles auront quand même des enfants. D'autres qui n'en auront pas, d'ailleurs, on parle d'infertilité inexpliquée parfois. Moi, j'ai vu un couple où j'avais fait tous les examens, je ne voyais rien entre l'homme et cette femme. Pourtant, ils ne pouvaient pas tomber enceinte. Bon, ils sont allés prier et par la suite, ils sont tombés. La femme est tombée enceinte. Ils m'ont dit que c'était diabolique. Bon, pas, je ne crois pas. J'ai vu un autre couple, mais ça peut-être que c'était un problème au niveau du spermatozoïde, où ils se sont séparés. Quelques mois après, la femme est tombée enceinte pour un autre homme. Et l'homme est venu avec une femme qu'il m'a dit qu'il était enceinte de lui. Mais au fait, il n'avait pas de tout problème de ses spermatozoïdes, tout comme la femme n'avait pas de problème du tout. Donc, est-ce que vraiment on connaît exactement la cause de l'infertilité? Non. C'est pourquoi on va parler de facteurs favorisés. Donc, on ne connaît pas exactement la cause, mais il y a des éléments, quand ils sont là, on se dit, ben, il sera difficile pour une femme de tomber enceinte. Donc, quand il y a des troubles au niveau endocrinien, c'est-à-dire des troubles hormonaux, des problèmes au niveau des hormones, notamment des choses qu'on ignore, dont on ignore la plupart du temps en Haïti. Les problèmes au niveau de la thyroïde. Les dysthyroïdies, soit hypo ou hyperthyroïdie. Les dysthyroïdies, hypo-hyperthyroïdie. Tout comme des problèmes au niveau, comme on se disait avant, au niveau hypothalamus ou bien au niveau de l'hypophyse. Les syndromes de calmant, on en a parlé quand il y a des problèmes au niveau des odeurs et des problèmes de règles. Les syndromes de calmant, je ne vais pas en reparler parce que c'était dans le dernier cours. Et les dysfonctionnements de l'hypophyse, par exemple, quand on a aménorrhée galactorée, dans le cas d'hyperprolactinémie, et d'autres maladies hypophysaires, par exemple les mélanomes, qui aussi sont originaires de l'hypophyse. Parfois des maladies des glandes surrénales, et notamment le phéochromocytome et autres maladies, on peut avoir aussi des problèmes d'ovulation et des problèmes de fertilité. Même le diabète est connu aussi pour débalancer les hormones, le diabète qui n'est pas bien traité, le diabète sucré et déséquilibré est aussi une cause de, en fait, de déséquilibre hormonal et de problèmes d'ovulation.
Tout ce qu'on voit en matière de facteurs endocrinologiques, c'est des problèmes au niveau des hormones qui vont aboutir à des problèmes d'ovulation. Comme on a dit tantôt, il y a plusieurs causes et l'une des causes les plus connues, c'est les problèmes d'ovulation. Eh bien, justement, les facteurs endocrinologiques, c'est tous les facteurs qui vont influencer ou bien qui vont négativer l'ovulation, mais qui veulent rendre l'ovulation difficile ou impossible. Maintenant, justement, il y a d'autres facteurs au niveau des ovaires même. On en a parlé la dernière fois, le Stein-Leventhal syndrome. C'est quoi? C'est le syndrome des ovaires polykystiques. Il y a deux types, il y a type 1, type 2, mais le plus connu, c'est le type 1, qu'on appelle le syndrome de Stein-Leventhal, qui fait quoi en fait? Il associe, comme on a dit, une trilogie clinique, biologique et échographique. Faut-il en reparler? On en a parlé la dernière fois. Et je vous rappelle quand même, c'est un syndrome qui associe cliniquement un hirsutisme, c'est-à-dire il y a augmentation de la villosité corporelle et une irrégularisation de la villosité corporelle, avec une prise de poids la plupart du temps, et aussi une, une, en fait, des règles déréglées. C'est-à-dire on peut avoir oligoménorrhée, spaноménorrhée et même aménorrhée. Ça, c'est cliniquement, et puis avec aussi l'infertilité, d'autres on en parle maintenant. Et finalement, et au niveau biologique, on a vu qu'il y a des déséquilibres hormonaux, notamment en faveur LH, et pardon, en faveur FSH. Et puis au niveau échographique, il y a beaucoup de microfollicules. C'est des ovaires gros, bourrés de follicules, des dispositions périphériques qu'on appelle le signe de la Lenz. Voilà, on en a parlé la dernière fois. Et j'en reparle encore pour vous fixer les idées concernant le syndrome d'ovaire polykystique. Et aussi, au niveau ovarien, on peut avoir des anovulations inexpliquées, et ça, ce qui est mauvais. Et des fois, ces anovulations sont expliquées par exemple, une diminution de la réserve ovarienne, en cas de ménopause précoce, en cas de dysfonctionnement lutéal avec le Love syndrome, ou encore en cas de dysgénésie gonadique, par exemple, un syndrome de Turner. Qu'est-ce qu'il y a? On a une ébauche ovarienne. On a un ovaire qui a très peu d'ovaires, vraiment, des tissus ovariens. Par exemple, en cas de syndrome de Turner qu'on appelle la monosomie X, on en a parlé la dernière fois, où on a le fameux syndrome X0. On n'a pas XX, il manque un chromosome, et dans ce cas-là, on ne va pas avoir des ovulations. Oui, je sais que je vais vite, mais c'est des choses qu'on a fait la dernière fois, ma fille. Allez, fait, enlever la vidéo, bon, pas de problème. OK, de toute façon, ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Oui, le syndrome d'ovaire polykystique, ou encore, alors, donc, je parlais des anovulations, voire par dysfonctionnement lutéal, le Love syndrome. Love syndrome, c'est syndrome lutéal. Love, c'est luteinized ovaire. Syndrome de follicule lutéinisé non plus, c'est pas pour vous. Et puis la ménopause précoce, ou bien insuffisance ovarienne prématurée, la dysgénésie gonadique, on parle par exemple de syndrome de Turner. J'ai expliqué le syndrome de Turner. Et dans certaines tumeurs ovariennes, de grosses tumeurs ovariennes qui mangent le parenchyme ovarien. Dans ce cas aussi, on va avoir un problème et on va avoir un problème d'ovulation. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Et il y a d'autres facteurs, des facteurs locaux, par exemple au niveau des trompes et au niveau du péritoine. On a parlé la dernière fois de l'endométriose. Est-ce qu'il faut en reparler? Je ne suis pas sûr parce que vous connaissez c'est quoi l'endométriose. Si on se rappelle bien, c'était quoi l'endométriose? C'est quoi l'endométriose, la classe? S'il vous plaît, activez votre micro. Je voulais avoir la définition de l'endométriose. Au moins, vous devez sortir avec ça. C'est quoi l'endométriose, mes chers amis? C'est quoi l'endométriose? C'est quoi l'endométriose? Allô, allô? Non, allô? C'est quoi l'endométriose? Oui, dis-moi, Alexis, c'est quoi l'endométriose? Active ton micro. Je te demande d'activer ton micro. Je voulais avoir la définition. Marie-Madeleine, c'est quoi l'endométriose? N'importe qui peut répondre. L'endométriose, c'est quoi?
C'est le moment de dire n'importe quoi parce qu'on ne va pas vous punir pour ça. Que ce soit ce que vous dites, c'est bon. Il n'y a pas C'est de la problème. présence du tissu On a été dans le cahier. endométrial en On dehors a de la été dans le, cavité utérine. on a été dans le cahier. C'est dingue. C'est comme vous ne retenez rien du tout. J'avais bien expliqué. C'est quand l'endomètre n'est pas à sa place. C'est trop facile à retenir ça. C'est quand l'endomètre n'est pas. Justement, c'est la présence du tissu endométrial à dehors de la cavité utérine. J'avais dit c'est l'endomètre ectopique, l'endomètre qui n'est pas à sa place. Qu'est-ce que ça fait? Puisque c'est des foyers endométriaux, ah ben, à chaque fois, il y aura quand même croissance et décroissance. Et ça va provoquer une réaction inflammatoire. Et justement, c'est la réaction inflammatoire qui donne beaucoup de douleur. On a expliqué aussi c'est une cause de dysménorrhée. C'est l'une des premières causes de dysménorrhée. Et en fait, le fait qu'il y ait réaction inflammatoire, les organes ont tendance à se coller l'un sur l'autre. Ça s'appelle adhérence. En anglais, c'est adhésion. Donc, à cause de... Et quel organe, par exemple, c'est le péritoine. Le périmètre d'abord, mais le péritoine surtout. Tout ce qui est péritoine pelvien, les organes vont avoir tendance à se coller l'un sur l'autre. Ça s'appelle... Et ça peut aboutir à ce qu'on appelle une réaction inflammatoire pelvienne globale, maladie inflammatoire pelvienne, qu'on appelle encore PID. En anglais, c'est PID, Pelvic Inflammatory Disease. En français, c'est MIP, maladie inflammatoire pelvienne. Le mot PID, c'est un mot anglais qu'on utilise dans la littérature scientifique, mais on peut utiliser en français aussi MIP, MIP. PID ou MIP, ça veut dire maladie inflammatoire pelvienne. Pour les gens qui parlent anglais, c'est Pelvic Inflammatory Disease. Bon, en fait, tout comme l'endométriose, mais aussi des infections peuvent donner une PID, et même les infections pelviennes aiguës, mais notamment de manière chronique, qu'est-ce qui laisse une PID au niveau, si on parle d'infection, c'est un microbe qu'on appelle le chlamydia trachomatis. Le chlamydia trachomatis, qui est une infection, en fait, qui est un microbe qui est transmis uniquement sexuellement. Alors, le problème avec la chlamydia, c'est que c'est un microbe qui est rusé et quand il est là, il ne fait pas de bruit. C'est une infection et à bas bruit, bien insidieuse, qui ne parle pas, tu ne sens rien du tout, mais ça fait des dégâts. Et le pire, c'est que tu peux avoir contracté l'infection et, et 6 ans après, il faut 6 ans après pour avoir le premier symptôme. Et les séquelles sont des dégâts, la plupart du temps, irréversibles. Ou bien c'est des dégâts très, très profonds, des dégâts vraiment extraordinaires. Et non, l'un des dégâts que fait la chlamydiose, le nom de l'infection, le microbe c'est chlamydia, mais la maladie s'appelle chlamydiase ou chlamydiose. La chlamydiase urogénitale fait quoi en général? Ça va provoquer une réaction inflammatoire, en fait, d'abord de tous les organes gynécaux, notamment ça peut aller du col, de l'endomètre, mais surtout au niveau de la trompe. Et quand ça arrive au niveau de la trompe, ça peut provoquer une salpingite dans un premier temps et même obstruer la trompe pour avoir une occlusion tubaire, occlusion qui peut être unie ou bilatérale. Comme conséquence, il peut avoir l'infertilité et aussi il peut avoir des fertilités, mais avec probablement des grossesses en dehors qui n'arrivent pas à aller et s'engager dans la matrice, qu'on appelle des grossesses en dehors de la matrice, grossesses extra-utérines, grossesses ectopiques. Donc, l'une des conséquences de la chlamydiose génitale, c'est non seulement l'obstruction tubaire totale ou bien partielle. Quand c'est total, c'est l'infertilité. Quand c'est partiel, ça peut aboutir à ce qu'on appelle une grossesse ectopique, grossesse extra-utérine. Voilà. Donc, j'ai parlé un tout petit peu de chlamydia, mais aussi son petit frère s'appelle Neisseria gonorrhoeae, ou bien gonocoque, ou bien la gonorrhée. La gonorrhée aussi, c'est une infection sexuellement transmissible, mais qui est plus active. C'est-à-dire, quand tu as une gonorrhée, tu vas au moins savoir quand tu l'as contractée. Par contre, chlamydiose, tu peux l'avoir, tu ne sais jamais quand tu l'as contractée parce que ça ne donne pratiquement pas de symptômes quand tu l'attrapes, mais ça peut évoluer vers des dégâts et des dégâts parfois irréversibles. C'est ce qui est méchant. Donc, quand vous faites le sexe sans protection, sachez que vous vous exposez au chlamydia trachomatis. Parce que c'est un microbe qui est très courant, qui est très présent dans les rapports sexuels et c'est uniquement dans les rapports sexuels qu'on l'attrape. Malheureusement, ça donne des dégâts de manière extraordinaire et on ne va même pas savoir quand on l'a contracté parce que la plupart du temps, la primo-infection passe inaperçue. C'est une infection insidieuse, à bas bruit, qui évolue vers des complications. Et les complications les plus courantes, c'est la maladie inflammatoire pelvienne
avec ses conséquences, douleur hein, au bas-ventre et surtout les problèmes de fertilité, genre l'infertilité tout court, ou même parfois, et quand c'est partiel, l'obstruction tubaire partielle, on peut aboutir à des grossesses, mais des grossesses ectopiques ou grossesses extra-utérines, des grossesses tubaires, ovariennes, abdominales et autres, parce que la trompe est bouchée partiellement, le spermatozoïde passe, mais le fécondé ne passe pas. Voilà, j'en ai parlé assez. Et comme son petit frère, le chlamydia, pensons à un autre microbe qu'on appelle gonocoque, qui est une cocci, mais ce n'est pas notre rôle d'aujourd'hui. On va en parler quand on parlera des infections génitales. Donc, on a profité pour expliquer l'occlusion tubaire. L'occlusion tubaire qui peut être liée à une endométriose, mais la plupart du temps, c'est lié à une infection à chlamydia qui est passée inaperçue. Et voilà, ça c'était pour les facteurs tubo et péritonéaux. Parlons maintenant des facteurs utérins. Les facteurs utérins, c'est, on en a parlé, l'endométriose aussi, qui encore une fois, c'est une maladie qui concerne tout le pelvis, dont la matrice. Ça peut donner une endométrite endométriosique et l'utérus n'est pas apte à recevoir n'importe quel effet fécondé et donc l'endométriose peut entraîner en fait, une infertilité non seulement par la tête tubaire, mais par la tête aussi de la cavité utérine ou encore de l'endomètre. Il faut passer aussi aux malformations utérines. Bon, on n'en a pas parlé dans la biologie, mais on doit en parler quand même. L'utérus dit Delphes, c'est quand on a deux utérus, alors deux morceaux d'utérus, deux hémimatrices. Et bon, on en parlera après de toute façon. L'utérus dit Delphes, j'ai une infirmière qui avait ça, qui avait des difficultés pour porter un enfant. L'utérus dit Delphes, c'est quand les deux canaux de Muller ne se fusionnent pas et restent séparés. Donc, on a un morceau de matrice de chaque côté. Les deux matrices, il n'y a pas une cavité unique, il y a deux cavités utérines. Ça s'appelle l'utérus d'Idelph. J'en ai vu ça au moins 3 fois dans ma vie. Donc, la dernière fois, c'était à la clinique Lacaille, une infirmière qui revenait du port de paix, qui avait pris l'avion pour venir se soigner avec moi et on n'avait pas fait le diagnostic. Quand on a fait le diagnostic, on a fait un cerclage, mais malheureusement, elle est repartie à port de paix travailler et elle est arrivée à 24 ou 25 semaines. Elle a perdu l'enfant et je suis parti, je ne sais pas comment ça vient. Mais c'est pour dire que même, et on peut avoir des difficultés de tomber enceinte avec les malformations utérines, tout comme on peut avoir aussi des problèmes d'avortement à répétition. L'utérus cloisonné, c'est comme la fusion des canaux de Muller n'est pas totale. Ça, on en parlera quand on parlera de l'embryologie. Et puis, il faut parler du fibrome utérin qui est très courant dans la race noire. Et notamment, il faut dire que, quelle que soit la localisation du fibrome, on parlera des fibromes peut-être lors des tumeurs génitales, quelle que soit la localisation du fibrome, c'est-à-dire que le fibrome soit en sous-muqueux, intramural ou, en fait, ou bien sous-séreux, le fibrome peut occasionner une infertilité. Mais c'est toujours discriminatoire. C'est-à-dire, parce qu'une personne a un fibrome, que la personne ne va tomber enceinte ni ne va pas accoucher normalement. Moi, j'ai accouché beaucoup de personnes qui ont des fibromes qui ont pu tomber enceintes avec de gros fibromes. Tout comme aussi, j'ai dû opérer certaines femmes pour avoir et pour pouvoir avoir un enfant. Il y a une étudiante qui a été à cette école, qui m'a rencontré à cette école, qui avait des fibromes, qui saignaient. De temps en temps, elle a été se faire opérer ailleurs. On n'a même pas vu le fibrome, on a refermé la matrice. Quand elle est venue me voir, je l'ai opéré, j'ai enlevé les fibromes et l'année après, elle a fait un enfant. Et je crois qu'elle porte son deuxième enfant maintenant. Bon, elle va en service social, vous n'allez pas savoir. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Le fibrome peut occasionner l'infertilité, mais il y a des femmes qui vont non seulement tomber enceintes, mais même accoucher malgré les fibromes. Quelle que soit la localisation, que le fibrome soit endocavitaire ou extracavitaire, le fibrome n'est pas toujours une cause d'infertilité, mais c'est possible aussi que le fibrome peut occasionner des problèmes de fertilité. Et on a parlé du syndrome de la Sherman. Les filles là qui font beaucoup de curettage, sachez que vous vous exposez à avoir des synéchies utérines. Donc, une fois, maintenant, vous n'en voulez pas, mais si vous ne faites pas attention, quand vous voudriez, quand vous voudriez, vous pouvez ne pas pouvoir en avoir. Donc, c'est ça le problème quand vous faites beaucoup de curettage. Et même par des mains entraînées, il peut avoir comme conséquence des synéchies utérines. Synéchie utérine postnatale, on appelle ça le syndrome d'Asherman. On a parlé de ça dans les problèmes d'aménorrhée. Ça peut poser une aménorrhée, mais parfois, vous avez quand même quelque peu de règles, mais vous n'allez pas pouvoir tomber enceinte. Voilà, en gros. Et, et maintenant, les facteurs cervicaux, ça c'est important d'en parler aussi. C'est quand, par exemple,
quand on a une infection qui a donné une cervicite, ou bien quand on a fait des interventions sur le col, par exemple, quand on a fait, par exemple, une colpectomie ou encore conisation et autres, quand on a fait, par exemple, une intervention genre cryothérapie, tout ça peut aboutir à une sténose cervicale. L'état sténose cervicale est secondaire soit à une infection ou bien à une intervention sur le col, et on veut citer les interventions, c'est la conisation, et telle que la cryothérapie, et n'importe quelle autre intervention sur le col, même un col qui a été réparé lors d'un accouchement, etc. Tout ça peut aboutir à une sténose cervicale, un col qui est bouché, et dans ce cas, on va aboutir à un problème de fertilité. La femme a assez raide avec des douleurs, mais aussi, elle va tomber dans des problèmes de fertilité. Et parfois, au niveau du col, pour certaines femmes, et je pense que ce qui a été le cas avec ma patiente, il y a des anticorps qui sont dirigés contre les spermatozoïdes. Vous savez que quand l'homme éjacule, les spermatozoïdes peuvent passer jusqu'à 72 heures dans le col. De toute façon, ils vont rester dans le col pour avoir ce qu'on appelle la capacitation, pour pouvoir prendre de la force, pour pouvoir monter vers la trompe. Mais parfois, au niveau du col même, il y a des anticorps qui sont dirigés contre les spermatozoïdes qui vont les tuer. Et ces anticorps dirigés vont occasionner un problème de fertilité. C'est pourquoi la femme a changé d'homme. Et quand elle a changé le monsieur, elle est tombée enceinte facilement parce que c'est dirigé contre les spermatozoïdes de ce monsieur, mais pas contre les spermatozoïdes de l'autre monsieur. On ne sait pas pourquoi. Les facteurs vaginaux, et ça, il faut en parler, le vaginisme. J'ai une patiente, je l'ai laissée, hein, il y a ce problème, mais elle était elle était une useuse en bon créole. Elle était très usée. C'est que elle avait quand même perdu sa virginité, alors que ce monsieur est avec elle quand elle avait 10 ans. Mais elle avait eu la perte de la virginité dans l'entourage. Donc, chaque fois qu'elle va avoir des rapports sexuels avec le monsieur qui est là, parce que le monsieur, elle a un vaginisme. Mais quand j'ai fait sortir le monsieur, on a passé du temps à parler ensemble. Elle m'explique qu'elle a un autre monsieur. Il n'y a pas ce problème avec le monsieur, mais qu'avec ce monsieur, particulièrement, chaque fois qu'elle va avoir des rapports sexuels, elle a un vaginisme. C'est quoi le vaginisme? Bon, c'est le dernier coup d'ailleurs, on devait en parler, mais bon, comme le programme ne contient pas ça, peut-être qu'on n'en parlera pas. Les troubles sexuels, le vaginisme par rapport aux troubles de psychologie qu'on appelle la frigidité. Dans le vaginisme, qu'est-ce qu'on a? On a un vagin qui est spasmé à chaque fois que la personne va avoir des rapports sexuels, devant chaque pénétration. C'est une femme qui veut avoir des rapports sexuels, qui est en créole mouillé, oui, c'est pas en créole, un mot en français, qui est mouillé, qui a des sécrétions et précoïtales, c'est-à-dire quand on la caresse, quand elle entend son fiancé, quand elle entend son conjoint au téléphone, elle est toute mouillée, comme ça arrive pour vous tous qui est là, qui êtes là. Et puis malheureusement, quand elle va avoir le rapport sexuel vrai, quand la pénétration va se faire, elle a un espace vaginal, le vagin est fermé et le pénis ne peut pas rentrer. Ça aussi, ça peut être cause d'infertilité. Et donc, il y a quand même une obstruction vaginale et provisoire. Parfois, on a une obstruction vaginale qui est permanente. Donc, dans certains cas, par exemple, dans l'imperforation immunéale ou encore dans le cas de cloison vaginale transversale, les causes qu'on a vues pour les aménorrhées primaires, pratiquement. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est la douche vaginale postcoïtale. Certaines femmes en Haïti font les toilettes vaginales après le rapport sexuel. Elles vont même se doucher. Il y a des douches vaginales. Elles vont se laver le vagin et rentrent les doigts pour enlever les spermatozoïdes. Parfois, elles n'entrent pas les doigts. Il faut dire que les spermatozoïdes sont les cellules les plus comment dire, créole, capons. C'est les cellules les plus fragiles qui existent dans le corps. L'eau tue les spermatozoïdes. Ne vous fiez pas à ces gens de femmes qui vous disent que j'ai été tombé enceinte pour mon frère parce qu'en me lavant avec l'eau qui s'est lavée, j'ai eu les spermatozoïdes. On ne peut pas tomber enceinte dans la piscine, non plus dans la mer, d'ailleurs c'est encore pire dans la mer. On ne peut pas tomber enceinte dans la piscine parce que le spermatozoïde vient d'un homme qui se douchait ou qui se baignait dans la piscine et qui arrive chez vous. Non, parce que les spermatozoïdes meurent dans l'eau normale. Donc si vous vous douchez après le rapport sexuel, vous réduisez vos chances de tomber enceinte. Ce n'est pas une méthode de planning fiable, mais ça donne des résultats autour de 80 à 90% de protection contre une grossesse. Donc, parfois, vous faites ça sans savoir. C'est que vous cherchez un enfant, pourtant, vous faites une contraception sans savoir. Donc, la douche vaginale post-coïtale, c'est aussi une cause d'infertilité. Beaucoup de femmes ont cette tendance à avoir c'est bon quand vous ne voulez pas tomber enceinte, d'ailleurs, ça protège contre certaines infections. Ça protège aussi contre la grossesse, dans une certaine mesure.
Mais quand vous cherchez un enfant, au contraire, après les rapports sexuels, il faut rester couché pendant un certain temps. Dans le temps pour que les spermatozoïdes gagnent le col, rentrent bien dans le col, vous pouvez rester couché jusqu'à au moins 4 heures après les rapports sexuels. Voilà en gros pour les facteurs vaginaux. Alors, une cause qu'on n'a pas énumérée aussi, c'est les rapports sexuels dans le couple. Ça, c'est très important. Moi, j'ai rencontré deux couples en Haïti. Il y a une qui était dans la même église que moi, la dame était dans la même église que moi. Eh bien, et elle s'est mariée, mais elle n'a jamais eu de rapport sexuel pénétrant avec le monsieur. Le monsieur utilisait quelque chose pour avoir des rapports sexuels avec elle, mais jamais, jamais, elle n'a jamais eu de pénétration, même une fois. Le monsieur n'a pas suffisamment d'érection. Le monsieur est impuissant sexuellement. Et le monsieur n'arrive pas à avoir des relations sexuelles avec elle. Et quand j'ai su ça, eh bien, j'ai dit, je vais dire ça au pasteur, parce que définitivement, il n'y avait pas de mariage. Parce que le mariage, par définition, si on s'en reste à la Bible, il faut que les deux chairs deviennent une seule chair, une seule chair. Quand jamais les deux ne deviennent pas une seule chair, il n'y a jamais eu de mariage. Il y a un contrat légal entre les deux personnes, mais il n'y a pas de mariage. Donc, je voulais gâcher ce mariage parce que ce n'était pas un mariage vrai. Mais je vous dis franchement, il faut questionner le rapport sexuel dans les couples. Parfois, il y a des femmes aussi ils vous disent, moi j'ai des rapports sexuels au moins, au maximum, au maximum une fois par semaine. Vous ne voulez pas tomber enceinte. Pour tomber enceinte, on a dit dès le départ, il faut avoir des rapports sexuels chaque 48 à 72 heures. Pourquoi? Les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 48 heures dans le col et jusqu'à 72 heures, disons, dans le col. Donc, si vous avez des rapports sexuels chaque 48 à 72 heures, il y a de fortes chances, quel que soit le moment où vous tombez, vous ovulez, vous pouvez tomber enceinte. Il faut noter que l'ovulation, c'est pas comme chronométré comme dans l'horaire humain. L'ovulation, quand même, varie d'une femme et d'un cycle, d'une femme à l'autre et d'un cycle à l'autre. C'est-à-dire, vous n'ovulez pas chaque fois le 14e jour, le 13e jour, non. Ça peut arriver que vous ovulez même le 7e jour du cycle menstruel. C'est pourquoi, si vous voulez enceinte, dès qu'il n'y a pas de sang, dès qu'il n'y a pas de règles, vous devez avoir des rapports. Voilà le conseil pour ceux qui veulent tomber enceinte, toutes les femmes qui veulent tomber enceinte, c'est d'avoir des rapports sexuels chaque 2 jours, chaque 48 heures, de rester couché un tout petit peu après les rapports sexuels, de ne pas se doucher le vagin après le rapport sexuel. C'est le conseil à donner à votre entourage quand vous voyez des gens qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Avoir des rapports sexuels chaque 48-72 heures, rester couché juste après, ne pas se doucher. Si vous voulez uriner, allez uriner juste avant le rapport sexuel, pas après. Parce que l'acidité vaginale va tuer quand même, va démasquer l'urine avant les rapports, mais après le rapport, si vous allez uriner aussi, c'est comme si vous tuez les spermatozoïdes. Ce sont les cellules les plus capons, les plus fragiles de chez l'être humain. Voilà. Donc, en mer, en piscine, il n'y a pas de grossesse dans l'eau. Alors, il faut bien circonscrire la chose. J'ai dit ça dans une émission et les gens n'arrêtent pas de me poser des questions. En fait, c'est pas que vous ne pouvez pas tomber enceinte en mer ou bien en piscine. Quand vous faites des rapports sexuels en mer ou en piscine, c'est pénétration vaginale. Il n'y a pas d'eau dans le vagin. Le vagin est tellement bien protégé, même si vous allez vous doucher dans la mer, l'eau ne rentre pas dans votre vagin. Vous allez faire l'expérience, n'est-ce pas, les filles? Donc, quand vous faites le rapport sexuel, vous pouvez avoir le sida, n'importe quelle infection peut se faire. D'ailleurs, plus facilement même en mer ou en piscine. Pourquoi? Parce que le vagin est séché, est sec. Donc, le risque de blessures sont plus importants. C'est pourquoi ça, c'est si bon pour les hommes et ça fait mal parfois pour les filles parce que justement le vagin est très sec. Et comme dans le sexe, plus c'est sec, c'est bon. Donc ça peut donner des douleurs et des deux côtés, c'est bon pour. Mais il faut dire que la personne éjacule directement dans le vagin. Donc, il n'y a pas d'eau dans le vagin. La personne peut tomber enceinte même dans la mer, dans la piscine avec un rapport sexuel pénétrant. Mais ce n'est pas des spermatozoïdes qui circulent dans l'eau douce ou bien dans l'eau salée qui vont entrer dans le vagin de la femme et mettre la femme enceinte. Non, non, non. C'est pourquoi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit qu'elle était tombée enceinte et elle ne sait même pas pour qui parce qu'elle se lave dans le même vase que son frère dans la maison. Non, 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 non. Son mari était à l'étranger. Non, 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 non. C'est faux. Tu es tombée enceinte parce que tu as eu des rapports sexuels avec ton frère. Et puis c'est tout. Voilà. C'est des choses qui arrivent en Haïti. Bon, passons. Donc, c'était pour vous parler un peu des causes. Donc, il faut toujours poser la question sur les rapports sexuels. Il faut, comme dans votre entourage, vous n'allez pas peut-être pas consulter les gens, mais au moins donner ce conseil, il faut qu'il y ait des rapports sexuels. OK, quelqu'un a levé la main, c'est Auguste. La question, Auguste. Oui, Auguste? Oui,
si les spermatozoïdes vivent, Vous voulez écrire la question dans ce Jonathan. est-ce qu'ils peuvent continuer Vous désolé d'écrire la question parce que je n'entends pas. à regarder? Non, mais malheureusement, je n'arrive pas à entendre. Je vais écrire la question. J'entends. Je n'arrive pas à entendre la question. Vous me l'écrire. Allô, allô? Vous m'entendez? Est-ce que la spermatozoïde peut vivre dans les tissus? Quel tissu? C'est dans le col, c'est en fait dans les circuits génitaux seulement. Elle est dans le corps, dans l'utérus, dans les trompes, etc. Même pas beaucoup de temps dans le vagin. S'ils restent dans le vagin après 1 heure, 2 heures de temps, après 4 heures de temps, ils vont mourir. Ils doivent aller dans le col. Il y a une substance dans le col qui non seulement qui les protège, mais aussi qui leur donne à manger, qui les fortifie pour monter dans le vagin, parce que vous savez, c'est un long trajet du col au tiers externe de la trompe, là où se fait la fécondation. C'est une très bonne question, une question qui est très pertinente, mais pas dans les tissus. C'est pas les VIH, c'est pas les virus. C'est quel tissu? Bon, alors je vous réponds à la question largement large. C'est dans le vagin jusqu'à une certaine période, donc c'est-à-dire au-delà de 4 heures, peuvent pas rester dans le vagin parce que l'acidité du vagin va les tuer, mais c'est dans le col. C'est pourquoi il faut ouvrir le col quand vous voulez tomber enceinte. C'est bon que la femme atteigne, atteigne son orgasme quand la femme veut tomber enceinte. Et quand vous atteignez votre orgasme, le col s'ouvre. Vous voyez que le vagin se contracte, le col s'ouvre et il laisse spermatozoïdes spontanément, même pendant le rapport sexuel. Donc, etc., etc. Je ne vais pas rentrer, je ne fais pas un cours de sexologie. C'est pas mon job, mais je vous dis franchement, les spermatozoïdes ne vivent pas dans les autres tissus, sinon qu'au niveau du col, dans l'endocavité utérine, et aussi au niveau des trompes pendant un certain temps. Parce qu'au moins, il y aura au moins 1000 spermatozoïdes à arriver autour de l'ovule lors de la fécondation. Il y aura 1000 gallons, gentlemen, qui arrivent. Et de ces 1000 gentlemen, c'est celui qui va être champion, c'est celui qui est le plus fort, le plus intelligent. C'est pourquoi vous êtes le meilleur produit que votre papa a pu donner et vous et moi qui ne sommes pas nés par l'insémination artificielle ou bien par la fécondation in vitro. Parce que de manière naturelle, c'est le spermatozoïde le plus intelligent et le plus puissant qui est le champion qui va arriver vers l'ovule. C'est comme dans le temps, c'est l'homme le plus jeune du quartier qui allait quand même pouvoir arriver à avoir le cœur de cette femme. Et c'est pareil pour l'ovule, c'est l'homme le plus, en fait, le spermatozoïde le plus intelligent, le plus puissant et le plus riche qui va arriver à pénétrer la membrane ovulaire la corona radiata, la membrane pellucide, etc. En parlant de l'ovule, vous verrez ça avec le professeur de biologie. Ok, on va passer à un autre chapitre avec un autre point, et le avance parce il est déjà 10 heures. Comment fait-on le diagnostic de l'infertilité? En fait, quelqu'un qui arrive parfois est arrivé et ne vous dit pas, moi je suis infertile. Non. Ou bien dans votre entourage, il y a des gens qui sont infertiles qui ne vont pas le dire. Il faut se questionner sur l'âge. En fait, naturellement, il faut savoir que plus la personne est âgée, plus c'est difficile de tomber enceinte. Par exemple, il faut savoir que à 40 ans, la chance de tomber enceinte, même dans un couple stable, n'est pas de 25%. À 45 ans, alors n'est pas de 50%, excusez-moi, c'est 40 ans, c'est 45, 40 ans, 45%. À 45 ans, non, 40 ans, c'est 27%, pardon. À 45 ans, la chance de tomber enceinte est presque nulle. Mais il y a des femmes qui arrivent quand même. Au-delà de 45 ans, c'est pas plus que 5% de chance de tomber enceinte. Et même de ces 5%, 50% des grossesses finiront par un avortement, une fausse couche à 45 ans. Mais à 40 ans, c'est 27% qui finiront par une fausse couche. 40 ans, donc c'est difficile d'avoir un enfant quand on a plus que 40 ans. Donc débrouillez-vous, les sages-femmes, pour ne pas attendre 40 ans pour avoir un enfant. Déjà à 35 ans, c'est plus difficile. Donc là, il est très important. Plus vous êtes âgé, donc l'âge idéal pour avoir un enfant, c'est avant 30 ans pour une femme. Au-delà des 30 ans, ça commence à diminuer et diminue.
considérablement à 35 ans, pardon, et au-delà de 40 ans, ça devient très difficile. À 45 ans, c'est quasiment impossible, surtout quand c'est la première. Maintenant, il faut questionner l'âge du partenaire aussi. En fait, alors, du ou des partenaires. Normalement, pour les hommes aussi, la fertilité diminue après 30 ans, même pour les hommes. De 1%, d'ailleurs, c'est plus vite que pour les femmes. Ne vous fiez pas à ces papas de 70 ans qui disent qu'ils vont mettre une fille enceinte qui a 15 ans, 20 ans, bien 30 ans. Ne vous fiez pas, en général, ces filles-là ont quelques doutes qui leur donnent du plaisir et prennent de l'argent du papa et c'est lui le papa légal. Mais effectivement, il n'y a pas une andropause comme la ménopause pour dire à tel âge l'homme ne peut plus. Non, il n'y a pas une andropause. Mais il faut savoir que ça diminue, ça baisse beaucoup, au point qu'à 70 ans, c'est difficile qu'un homme puisse mettre enceinte une femme. Parce que les spermatozoïdes sont faibles, sont très faibles, et il n'y aura pas de champion vraiment à atteindre l'ovule pour avoir une grossesse naturelle. Donc là, c'est très important. Et plus le couple est âgé, plus c'est difficile. On a parlé déjà des habitudes sexuelles. Donc, il faut avoir au moins des rapports sexuels chaque 48 heures. Pourquoi? Parce qu'au fait, même pour les hommes aussi, et le cycle testiculaire est de 48 heures. Naturellement, les spermatozoïdes se renouvellent chaque 48 heures. Si on pense que la spermatogénèse est continue, mais on sait de manière certaine que le stock de la vésicule séminale se renouvelle chaque 48 heures. Donc, quand les spermatozoïdes ont fini de se produire dans les testicules et prennent les tubes séminifères, arrivent au niveau des canaux déférents, ils vont se diriger vers la vésicule séminale, qui est le réservoir des spermatozoïdes chez l'homme et la vésicule séminale se remplit progressivement. Et monsieur, même si vous n'avez pas de rapport sexuel, ils vont tomber les spermatozoïdes, ils vont tomber dans les urines. Et, ou bien vous allez avoir ce qu'on appelle des nightmares, des cauchemars nocturnes. Et vous allez voir que vous êtes en train de coucher avec votre soeur, votre cousine, de la femme que vous aimez le plus. Et vous allez éjaculer tout seul pour pouvoir déremplir, pour pouvoir vider la vésicule séminale. Parfois, vous ne faites pas tout ça, comme vous n'êtes pas sexuellement actif, mais vous ignorez le rapport sexuel. Les soins vont sortir avec les urines parfois. Mais de toute façon, ça se renouvelle spontanément sans votre intervention. C'est comme le cœur qui se bat tout seul. Maintenant, et maintenant, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que et donc, si on veut mettre enceinte une femme, c'est bon d'avoir des rapports sexuels chaque 48 heures. On a de nouveaux spermatozoïdes, de bons spermatozoïdes chaque 48 heures. On peut les avoir chaque jour, mais on ne donne pas le temps à ces spermatozoïdes de se préparer à une éventuelle fécondation, c'est-à-dire de prendre de la force au niveau de la vésicule séminale. Bon, ça, c'est les habitudes sexuelles. Il faut questionner aussi les antécédents gynécologiques. Une femme qui a eu des grossesses antérieures ou bien une grossesse antérieure a ce qu'on appelle une infertilité secondaire. Et c'est pas le même scénario. Effectivement, quelqu'un qui a une infertilité secondaire, et si c'est récent, on présume par exemple que cette personne n'a pas de problème au niveau des trompes. On présume aussi s'il n'y a pas de trouble menstruel que cette personne ovule. Et moi j'ai vécu ça pas mal aussi avec des femmes qui ont leur partenaire à l'étranger, qui tombent enceintes plusieurs fois au cours de l'année pour des partenaires locaux. Et quand le partenaire à l'étranger arrive en Haïti, ils viennent me consulter pour dire que je suis infertile, mais tu es infertile pour le partenaire à l'étranger, mais tu n'es pas infertile du tout. Et j'ai eu ça au moins 2 ou 3 fois dans ma pratique privée. Donc, il faut questionner les antécédents gynécologiques parce que quelqu'un qui a eu, par exemple, un antécédent de grossesse ectopique, c'est une personne qui a un risque de grossesse ectopique ou bien qui ne peut pas tomber enceinte à cause d'une obstruction tubaire pour l'autre tronc qui reste. Ou bien n'importe quel autre gros événement gynéco, tout comme gros événement obstétrical, peut interférer avec la fertilité actuelle. D'où il faut poser beaucoup de questions, notamment au niveau gynécologique. D'autres pathologies, genre, c'est pas une anémie qui l'a, genre l'obésité, le diabète, les pathologies, on en a parlé tout à l'heure, les dysthyroïdies, d'autres problèmes dans le corps aussi vont empêcher à la femme d'ovuler. C'est quelqu'un qui a des problèmes, par exemple, de galactorée, des problèmes de règles, d'irrégularité menstruelle, etc., etc. Quelqu'un qui a des douleurs au bas tout le temps, une situation d'endométriose, une situation de PID, genre infection, antécédent infectieux, une opération, une appendicectomie, tout ça, tout ce qui est intervention sur le petit bassin, peut provoquer quand même des problèmes de fertilité. Donc, l'examen clinique, c'est un examen clinique complet. C'est le même examen qu'on a fait dans l'aménorrhée. De même que les examens complémentaires, c'est quasiment la même chose qu'on en a parlé de l'aménorrhée. Il faut juste les réécrire. Mais si on se rappelle bien, on va faire un bilan hormonal. Bon, coupe de température, on peut le faire aussi, mais surtout un bilan hormonal
Mais il va falloir mettre l'accent sur l'hystéoscopie, l'hystéographie et l'hystéosalpingographie comme examen complémentaire. On peut ajouter d'autres examens qui sont spécifiques à l'infertilité. J'ai le test postcoïtal, le test de Horner. En fait, c'est quoi? On va prendre le spermatozoïde au dehors et mettre avec l'ovule. On va regarder comment ça va se voyager. Ou bien, des fois, on prend le sperme de l'homme, on met ça sur un milieu, on va voir si ça va se cristalliniser. Ça va devenir comme du sel, le fameux Ferning test. On met le sperme, la personne éjacule. Il y a un nombre de temps que ça doit passer avant de se, bon, c'est pas coaguler, avant que ça devienne très dur. Et si ça se cristallise trop vite, donc il n'y aura pas de temps pour que le spermatozoïde vive et rentrer dans le corps. Donc, ça s'appelle le test de post-coital de Horner, où on va rechercher s'il y a cristallisation prématurée des spermatozoïdes. Test de cristallisation des spermatozoïdes ou test de Horner. Et surtout, il ne faut pas négliger le spermogramme du conjoint. C'est un examen simple, facile à faire, où on demande à l'homme par masturbation de donner son sperme et on va l'examiner. On examine pour voir si la quantité éjaculée est normale, si la qualité des spermatozoïdes sont normaux, si l'interaction avec les mouvements, la force, beaucoup de paramètres qu'on évalue. On appelle spermogramme et spermocytogramme. Spermogramme parce qu'on examine les caractéristiques physiques du sperme, c'est-à-dire son pH, sa couleur et sa quantité, mais aussi les caractéristiques des spermatozoïdes, si les cellules sont correctes, s'il n'y a pas qui manque des têtes, des queues, les spermatozoïdes, vous connaissez quand même, si les spermatozoïdes peuvent migrer, parce que c'est un long trajet, si la mobilité est normale. Donc, il faut toujours demander un spermogramme du conjoint. Les hommes haïtiens sont réticents à faire le spermogramme, ils disent qu'ils sont incapables, ils disent qu'ils n'ont pas de problème du tout, mais actuellement, les femmes leur donnent des corrections parce que quand vous ne voulez pas faire le spermogramme, la femme va essayer avec quelqu'un d'autre et l'enfant qu'elle va porter et n'a pas le même chromosome que toi parce que tu ne voulais pas faire le spermogramme et elle te donne un enfant qui n'est pas de toi. Et biologiquement, si tu fais un test d'ADN, ce n'est pas ton enfant, mais comme tu lui donnes un acte de naissance, tu es le père, un père légal de l'enfant. Je suis très méchant, monsieur, mais c'est parce que aussi vous êtes trop méchant. Vous ne voulez pas faire le spermogramme et vous avez votre sanction correcte. Je ne suis pas pour les femmes en faisant ça, mais je ne suis pas juge. Je peux comprendre parce que pourquoi vous ne le faites pas un examen qui est très, très simple. Très, très, très simple. On appelle le spermogramme. Et enfin, on va arriver à la partie que vous souhaitez savoir mieux que moi, c'est le traitement de l'infertilité. Alors, justement, c'est le titre du chapitre. Traitement de l'infertilité, c'est justement la procréation médicalement assistée ou l'assistance médicale à la procréation. C'est des traitements de l'infertilité. Jusqu'à présent, si vous n'avez pas de questions sur les éléments précédents, c'est-à-dire sur ce qu'on a vu en matière de cause, d'infertilité, de la physiopathologie, sur l'interrogatoire et l'examen clinique, et aussi et sur le diagnostic, c'est-à-dire comment faire le diagnostic, qu'est-ce qu'il faut rechercher, quel examen demander. De toute façon, lors d'une consultation pour infertilité, il faut se rappeler, et à part l'examen clinique, il y a trois examens complémentaires fondamentaux qu'on demande, disons jusqu'à quatre. En tout cas, pour la femme, trois. Ces trois examens complémentaires, écrivez-les pour moi, s'il vous plaît, qu'on demande toujours et dans tous les pays pour la femme. De toute façon, lors de l'examen clinique, on devait, mais si on ne peut pas, parce qu'on est encore en Haïti, on demande une échographie pelvienne. Échographie pelvienne, bilan hormonal et infectieux, bilan hormonal, infectieux et ou inflammatoire, pardon, une prise de sang, l'échographie, une prise de sang pour bilan hormonal, inflammatoire et infectieux, bilan au pluriel hormonal, inflammatoire et infectieux, c'est-à-dire on va demander les hormones, on va faire une sédimentation pour regarder l'inflammation, on va demander une protéine C réactive. Infectieux, on va évaluer notamment s'il n'y a pas le chlamydia trachomatis et s'il n'y a pas de gonocoque. Sérologie pour chlamydia et puis test pour gonocoque, notamment dans le bilan infectieux. Donc, échographie, bilan, examen biologique, bilan inflammatoire, alors hormonal,
FSH, et progestérone et estradiol, au moins sans compter les autres hormones, notamment les hormones thyroïdiennes, TSH et autres en fonction du contexte. Bilan hormonal, alors on a dit bilan hormonal, bilan inflammatoire, entre parenthèses, sédimentation de globules VS, comme on l'appelle en Haïti, VS et CRP, protéines C réactives, bilan inflammatoire, bilan infectieux, notamment sérologie pour chlamydia et tests pour gonocoque. On demande aussi torche, etc. Herpès, syphilis, VIH, hépatite, etc. Et maintenant, dernier examen, déjà dit trois groupes pour la femme, l'échographie, bilan biologique hormonal, inflammatoire et infectieux. Et enfin, l'hystéoscopie ou bien l'hystéosalpingographie. L'hystéoscopie. Mais surtout en Haïti, on demande une hystéosalpingographie. Ça résout le problème. L'hystéoscopie, c'est plus difficile à obtenir en Haïti. L'hystéosalpingographie, HSG. Cet examen pour regarder si les trompes ne sont pas obstruées, que si les trompes ne sont pas bouchées. L'hystéroscopie, mais surtout l'hystéosalpingographie. C'est trois examens qu'on demande systématiquement lors de la première visite pour infertilité. Si vous voyez quelqu'un avec une prescription comme ça, c'est quelqu'un qui a été voir un gynéco pour son traitement d'infertilité chez la femme. Chez l'homme, on demande un examen sain, systématiquement aussi, un spermogramme. Le prochain rendez-vous est avec les résultats de ces examens. Toujours. Si le monsieur ne veut pas faire le spermogramme, qu'il aille ailleurs. Parce qu'on a vu 40% de causes féminines, 40% de causes masculines, 20% c'est les deux. Dès la première consultation, en général, avec les résultats, on sait quel est le problème et qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant, on arrive au traitement. Justement, le traitement est dirigé sur la cause. C'est pourquoi j'ai insisté sur tout ce qu'il faut faire pour connaître la cause du problème. Le traitement est dirigé vers la cause. Comme on a su, il y a pratiquement pas mal trois groupes de causes, les problèmes d'ovulation, les problèmes d'obstruction et les problèmes, voilà, les problèmes d'ovulation, les problèmes d'obstruction et les problèmes généraux, c'est-à-dire liés au sexe lui-même. C'est trois groupes de problèmes. Les problèmes d'ovulation, comme vous savez, il faut faire un traitement hormonal pour stimuler l'ovulation. Et justement, je peux vous donner le nom. On donne les médicaments. C'est le médicament le plus utilisé, c'est le citrate de comifène ou le comifène citrate. Et aussi, on peut utiliser des injections directement de FSH, de LH, ou encore de gonadocofine. Alors, ça, c'est la gonadotropine, le gonadolibérine, le polide, etc. Je ne vais pas donner les noms, mais au moins en Haïti, on appelle le citrate de comifène, bon, on l'appelle aussi Ovamid, on l'appelle Aldomon, on l'appelle Régeur en Haïti. C'est des noms. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je vois des gens prendre ces médicaments tout seuls. Quand vous faites ça, vous détruisez votre corps. C'est des médicaments qui doivent prendre dans un contexte bien particulier. Ces médicaments, en général, sont comprimés pour l'ovulation. C'est des médicaments qui agissent par feedback positif sur le cerveau, feedback positif sur l'hypophyse et l'hypothalamus. Ces médicaments vont induire l'ovulation en saturant les récepteurs aux, euh, aux hormones estradiol et progestérone. Donc, ça va faire un feedback positif sur le cerveau et ce feedback va faire que le FSH et là se pète davantage et vous donner l'ovulation. Et ces médicaments sont pris normalement lors de la phase menstruelle du cycle menstruel. C'est pendant même les règles qu'il faut prendre ces médicaments. Généralement, du deuxième au cinquième jour, on peut aller jusqu'à septième jour. Donc, moi, j'ai vu quelqu'un qui prend, chaque fois qu'elle va avoir des rapports sexuels, elle prend un comprimé de régime. C'est fou. C'est comme elle se tue parce que vous gaspillez vos ovules et vous allez être ménopausé même plus tôt. Il ne faut pas prendre ces médicaments. Ces médicaments sont pris uniquement, même pas prescription, même pas prescription, mais c'est juste pas dans le cadre de suivi avec un gynécologue pour infertilité. Il y a un moment précis dans le cycle menstruel pour prendre ces médicaments. Qu'il s'agit des hormones et par comprimé ou des injections hormonales. Il faut toujours comprendre que ce n'est pas des médicaments qu'on peut aller dans une pharmacie et l'acheter pour prendre. En Haïti, on les vend comme tu as ton argent, comme du bonbon, comme du chocolat, il n'y a pas de problème, on les achète comme on veut dès qu'on a de l'argent. Mais je vous dis franchement, les inducteurs d'ovulation, on les appelle des inducteurs d'ovulation,
des inducteurs en comprimé ou des inducteurs en hormones. Le comprimé qu'on utilise le plus souvent, c'est le citrate de chlomifène. Il y a d'autres comprimés, on utilise aussi la bromocriptine, on utilise d'autres comprimés encore, mais le plus utilisé dans tous les pays, c'est le citrate de chlomifène. Non, je ne donne jamais la posologie. Si tu veux la posologie, Alexis, et va chercher pour toi-même parce que et tu n'as pas le droit de prescrire ce médicament. Tu dois comprendre pourquoi on le prescrit, mais tu n'as pas le droit de prescrire ce médicament. C'est pas pour toi. Je le dis parce que tu vas rencontrer des gens qui te demandent est-ce que je peux prendre ce médicament comme tu es sage-femme dans la zone? Non, c'est un médicament qui est pris dans le cadre d'un suivi gynécologique avec un gynécologue. Jamais avec quelqu'un d'autre, même pas les généralistes, même pas les médecins de famille. C'est un gynécologue qui doit prescrire. Il faut faire un bilan hormonal d'abord. Il faut faire. Imaginez que les trompes sont bouchées. Et donc, tu prends ce médicament, tu vas avoir une grossesse ectopique. Mais tu ne vas jamais tomber enceinte. Imaginez que tu as un problème hyperprolactinémie. Ou bien non, tu n'as pas le droit de prescrire pour les copains fertiles. Non, ce n'est pas pour les sages-femmes. Tu as tellement de choses à prescrire en obstétrique et aussi dans la contraception. Tu dois comprendre parce qu'on va te poser la question, mais tu n'as pas le droit de prescrire ça. Non, c'est pas. J'en parle parce que justement, tu vas être en face, être en face des gens qui vont te poser la question sur le médicament, mais tu n'as pas le droit de prescrire ce médicament. OK? Et je t'explique pourquoi et tu comprends pourquoi. Il y a tellement, c'est dans un cycle et même dans le cycle, même si tu fais les examens, tu dois pouvoir interpréter les résultats et accommoder la dose en fonction des résultats de la personne qui est en face. C'est pas, tu n'as pas le droit de rester ces médecins. Monsieur, Oui, c'est uniquement le premier jour du cycle. en tout On doit cas, apprendre c'est le c'est flow. bon. Non, je sais, bon, vous avez appris suffisamment, c'est que c'est pourquoi je ne parle, c'est parce que c'est le médicament qu'il faut prendre. Il doit être prescrit par un gynécologue. On prend le médicament au début du cycle, à voir avec un gynécologue. On s'arrête là. OK. D'accord. Et maintenant, donc ça veut dire on appelle ces médicaments des inducteurs de d'ovulation. Les inducteurs de d'ovulation. Mais si. Moi-même, que moi, je suis limité, je dois prescrire des médicaments pour le cœur. Je suis un gynécologue. Tout le monde est limité dans son champ. Ah, tu voulais faire tout. Tu n'es pas un gynécologue, tu es une sage-femme. Tu fais des interventions gynécologiques qui correspondent à ton champ. Tout comme moi, je ne peux pas arriver en cardiologie, en pneumologie. Non, pas du tout, alors que je suis un médecin. Je suis même un généraliste. Mais je ne peux pas tout faire parce que j'ai des limites quand même. C'est ce qui fait la beauté de la vie. C'est pourquoi, c'est pourquoi quelqu'un est allé faire la gynéco, quelqu'un est allé faire la pédiatrie, etc., etc. OK? C'est pas comme une discrimination, c'est ce qui est normal. OK. Alors, oui. Et on les appelle les médicaments pour réduire l'ovulation, des inducteurs de l'ovulation. Voilà les noms, tout simplement qu'on utilise. Et le médicament le plus utilisé, c'est le citrate de chlomifène. En Haïti, on les appelle, voilà, on appelle, par exemple, bon, je donne les noms commerciaux, et on l'appelle, en Haïti, on l'appelle Ovamit, on l'appelle aussi Ardomon, on l'appelle aussi Régin, quel autre nom encore, mais ici, c'est pas comme ça, on l'appelle. Mais c'est des trucs, c'est des comprimés pour réduire l'ovulation. C'est des médicaments qui ne devaient pas être en vente libre. Normalement, ça devait être prescrit dans un contexte bien. Même le gynécologue, il n'y a pas la même dose pour toutes les femmes. La dose s'adapte. Même pour la même femme, la dose varie d'un cycle à un autre en fonction des résultats du bilan hormonal. OK, donc c'est pas. Et en fonction de l'âge de la personne, il y a beaucoup de trucs à savoir pour donner ce médicament. OK. Et même aussi pour les FSH/LH recombinants, c'est-à-dire les hormones, il y a des FSH purs, tout comme parfois on donne directement les gonadotropines. Et ces médicaments sont produits à partir d'urine des femmes enceintes. C'est les femmes enceintes qui font pipi et on les prélève, parce que c'est les femmes enceintes qui font pipi de ces médicaments, de ces hormones. On ferme la parenthèse. Il y a aussi un inducteur qu'on appelle le ACG. Oui, bien sûr, on utilise les ACG aussi pour faire l'induction de l'ovulation. Je vous avais expliqué pourquoi, parce que les ACG ressemblent parfaitement à la LH. Comme c'est plus cher de produire LH, donc on utilise les ACG qu'on trouve dans les urines des femmes enceintes. Et puis on donne le ACG et ça, à cause de l'effet LH, ça fait sortir l'ovule des ovaires. On donne ce médicament généralement à la veille de l'ovulation, le 12e jour, ou bien au plus tôt le 11e, au plus tard le 13e jour du cycle menstruel. Encore une fois, c'est vous parler,
c'est dans des contextes bien particuliers. On donne aussi le HCG comme inducteur de relation. On peut donner aussi la bromocriptine, mais j'ai une femme qui est tombée enceinte uniquement avec bromocriptine pendant 2 fois. Donc, c'est tout ça des inducteurs de relation. C'est un chapitre d'ailleurs, mais je vous parle uniquement du sulfate de comifène parce que c'est le médicament le plus utilisé comme inducteur de relation. Même aussi, on peut utiliser les hormones. On utilise aussi les hormones, genre les gonadotrophines pures, FSH/LH, tout comme les gonadolibérines, le proline, par exemple, etc., etc. Passons à autre chose. Maintenant, parlons d'autre chose. Parfois, il ne faut pas donner ces médicaments. Il faut faire de préférence une insémination artificielle. Qu'est-ce qu'on entend par insémination artificielle? Au fait, et certaines fois, bon, on va dire la plupart du temps, le problème n'est pas surtout chez la femme. Et on peut avoir un problème au niveau du col, par exemple, si on a un test de Raman positif, ou encore des anticorps antispermatozoïdes, ou encore des problèmes où, en fait, le col sert d'obstacle au passage des spermatozoïdes. On va devoir injecter les spermatozoïdes directement, soit dans le col ou bien à l'intérieur de la matrice. L'insémination artificielle, c'est le fait d'injecter des spermatozoïdes préparés. J'ai vu quelqu'un qui a failli tuer une femme. Des spermatozoïdes préparés, c'est-à-dire lavés, séchés. Donc, il n'y a pas de sperme du tout, il n'y a que les spermatozoïdes. Directement dans le col, si le problème c'est seulement au niveau du col, ou bien directement dans la cavité utérine. Ça s'appelle l'insémination artificielle. Donc, il y a l'insémination intra-utérine ou insémination intracervicale, mais la plupart du temps intra-utérine. Pour être sûr que les spermatozoïdes ont franchi l'obstacle du col, on met directement les spermatozoïdes dans la matrice. Ça s'appelle insémination intra-utérine. Et l'insémination intra-utérine se fait, par exemple, on peut donner quelques exemples. Si on a un test de Horner positif, si on a une sténose cervicale, ou bien, ça c'est l'indication féminine, ou bien la plupart du temps, quand on a un problème de oligos, comme si des spermes qui n'a pas assez de spermatozoïdes. Je vous ai dit qu'il faut au moins un certain nombre de spermatozoïdes pour avoir une grossesse. Des hommes n'ont pas beaucoup de spermatozoïdes. Si la personne n'a pas au moins 15 millions de spermatozoïdes dans chaque goutte de sperme, donc on va passer à l'insémination artificielle. Dans ce cas, on va prendre le sperme, on va laver le sperme, enlever non seulement le liquide, mais on va aussi enlever les spermatozoïdes qui sont malades, tout ça. On va prendre les bons spermatozoïdes, environ 1 à 2 millions. On va injecter 1 à 2 millions avec une pipette directement dans la matrice. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va éjaculer chez lui et qui prend une pipette ou bien qui prend un tube, qui prend quand même un chalumeau. J'ai vu ça. Il y a un médecin, un généraliste, qui a pris un chalumeau avec sa bouche. Il a poussé, il a soufflé des spermatozoïdes dans l'utérus de la femme. La femme a eu une réaction allergique et elle a failli en mourir. Donc, on ne fait pas ça comme ça. C'est quelque chose qui est fait non seulement par des gynécologues dans un laboratoire, dans un centre spécialisé, mais bon, pas obligé spécialisé, mais quelqu'un qui se connaît, mais un sperme qui a été préparé, lavé, séché et qui est gardé à une certaine température pendant un certain temps. Et au jour de l'ovulation qui est prouvé chez la femme, on injecte ça directement dans la matrice, ça s'appelle insémination intra-utérine. Donc, c'est pas prendre le sperme de l'homme après son éjaculation comme ça. Non, non, il faut prendre le sperme et aller le préparer au laboratoire. Et justement, dans un contexte bien particulier, on peut l'injecter, ça s'appelle l'insémination artificielle. Donc, l'insémination naturelle, c'est quand la personne tombe enceinte toute seule. Mais artificielle, c'est quand on met. Là encore, il faut que les trompes soient claires, que les trompes soient perméables, libres. Mais si on a une obstruction tubaire, on ne fait pas d'insémination artificielle. Donc, chaque chose a son indication. Maintenant, si les troncs sont bouchés, par exemple, si on met les spermatozoïdes, ils ne vont jamais pouvoir aller vers les ovules parce que les ovules ne vont pas venir dans la matrice. Les ovules restent toujours plutôt au plus loin dans le tiers externe de la trompe. Donc, comme c'est le cas, ben, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, on ne va pas faire une insémination artificielle, on va faire une fertilisation in vitro. Alors, une fécondation in vitro. Fertilisation, fécondation in vitro. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le cadre de la fertilisation et de la fécondation in vitro, on va suivre le cycle ovulatoire chez la femme. Et en général, on donne des médicaments pour que la femme ovule de bons ovules. Et on va prélever
l'ovule au stade de l'ovocyte 1. Et justement, on va mettre l'ovule dans un milieu. Et dans ce milieu, on va venir avec des spermatozoïdes et on va avoir la fécondation en dehors du corps de la femme. C'est pourquoi on dit in vitro. On a parlé de bébé de découverte. C'est en 1978 qu'on a fait cette découverte avec le professeur belge que j'ai eu la chance de rencontrer. Oui, donc on fait la fécondation, mais c'est pas in vivo, mais c'est in vitro. In vitro parce qu'on a prélevé l'ovule du corps de la femme et on a mis dans des récipients avec tout ce qu'il faut pour que l'ovule puisse grandir, continuer à grandir. Et là, on dépose les spermatozoïdes. En général, on va avoir œufs, plusieurs zygotes, et on va prendre ces embryons. On va prendre au moins deux embryons. En général, on en prend quatre. On met ces embryons dans la matrice qui était préparée, dans l'endomètre qui était préparé aussi par des médicaments, dans la matrice. Ça s'appelle fécondation in vitro. En fait, on a fait la fécondation en dehors du corps de la femme. On est venu avec les embryons et les déposer dans le corps de la femme. Et comme l'utérus était préparé, ces embryons vont continuer à croître. Il y en a qui vont mourir. En général, on en met quatre, mais parfois, et les quatre persistent, mais la plupart du temps, deux ou bien un seul embryon va persister. Et on a des grossesses singleton ou des grossesses uniques après la fécondation in vitro. Mais beaucoup de fois, moi j'en ai eu au moins deux fois, des femmes qui vont avoir deux enfants, mais c'est des faux jumeaux parce que c'est deux embryons dans deux sacs différents qu'on implante dans la cavité avec des tubes, des cathéters qui sont faits pour ça. Voilà. Il faut dire que les ovules sont des grosses cellules, on les voit à la loupe. Et moi, j'en ai vu un ovule, même avec mon œil. Franchement, c'est extraordinaire. Et bon, passons. Mais la fécondation et la fertilisation in vitro, c'est encore dans un contexte bien précis et l'indication la plus courante actuellement, c'est l'obstruction tubaire, unie ou bilatérale. Dès qu'on a l'obstruction tubaire actuellement dans les pays développés, on passe directement à la fécondation in vitro. Mais moi, en Haïti, moi, j'ai fait des obstructions tubaires. J'essaie de faire avec ce qu'on appelle inotubation et autres, bien l'hypermobilisation tubaire, mais dans les pays avancés où il y a les moyens, on passe directement à la FIV quand on a une obstruction tubaire. Alors, il faut dire aussi maintenant, certaines fois, on ne peut pas faire de FIV pour certaines femmes. Normalement, l'une des limites, l'une des restrictions de FIV pour une femme, c'est une femme qui a autour de 40 ans, c'est-à-dire une femme qui a plus que 35 ans, on ne va pas prendre son ovule. On ne va pas prendre son ovule. On va de préférence avoir recours à ce qu'on appelle au don d'ovocytes. On va avoir recours au don d'ovocytes. On va avoir recours au don d'ovocytes. Alors, pourquoi je parle de synthèse? C'est la dernière partie du cours. Et actuellement, vous entendez de plus en plus des stars ou encore des gens âgés qui ont des enfants. Sûrement, vous avez vu sur Internet des femmes avec 65 ans qui vont faire des témoignages où Dieu m'a donné l'enfant à 65 ans, je suis Sarah, je suis la femme d'Abraham, j'ai un enfant à 55 ans, à 65 ans. Écoutez, les gens sont hypocrites. Et oui, une femme peut avoir un enfant à 65 ans, mais ce n'est pas ses ovules. Mais ils ne vont jamais vous dire ça. Normalement, après 35 ans, on ne fait pas de FIV avec l'ovule de la même personne. C'est un don d'ovocyte. On va avoir recours avec un membre de la famille, par exemple une nièce, le plus souvent, une jeune sœur, mais qui a moins que 35 ans. En général, qui a moins que 30 ans, qui donne un ovule. Il y a des banques d'ovocytes, des femmes qui vont donner leur ovule gratuitement. On les vend aussi dans des pays comme en Espagne. Tu vas les vendre ton ovule. Donc, et le recours au don d'ovocytes, c'est pour les femmes qui ont plus que de 35 ans ou des femmes qui ont des dysgénésie gonadique, mais tous les problèmes d'ovulation sont irréversibles. En cas de problème d'ovulation irréversible, donc la ménopause, donc les femmes vont avoir recours au don d'ovocytes. Et la chose encore la plus moderne, c'est le recours aux mères porteuses. Vous savez que Cristiano Ronaldo, par exemple, a parmi ses enfants, deux enfants qui ne connaissent pas leur mère. Cristiano a payé à une femme de porter
Il a donné son spermatozoïde, il a été dans une banque d'ovocytes, il a acheté 2 ovules, bon, il a acheté des ovules, et dans la séance de FIV, il y a, on a fait, et il a payé une femme des millions pour porter ses 2 enfants. Et les jumeaux de Cristiano, je crois que c'est les jumelles, c'est recours aux mères porteuses. Donc, de plus en plus, ça se fait. Des stars qui ne veulent pas porter un enfant, qui veulent quand même avoir des enfants, mais sans les porter, donnent leur ovule et choisissent leur homme. Et maintenant, elles vont avoir des enfants avec leur ADN, mais l'enfant, quand même, peut subir quand même des trucs de la mère porteuse, c'est-à-dire si la mère a une infection, tout ce qui peut être transmis par la barrière hématoplacentaire, l'enfant peut l'hériter de la mère porteuse. Mais l'enfant vraiment a l'ADN de sa vraie mère, de la mère de la mère qui a donné l'ovule. Donc, tout comme on rencontre des femmes qui n'ont plus d'ovule, qui vont avoir recours au don d'ovocytes, tout comme on a des femmes aussi qui ont leur ovule, mais qui vont avoir recours aux mères porteuses. De quoi des hommes aussi qui ne veulent pas avoir un enfant avec une femme pour que la femme puisse avoir leur titre, leur richesse, leur gloire. Donc, ils vont avoir recours non seulement à des dons d'ovocytes pour mettre leur spermatozoïde, mais aussi aux mères porteuses, c'est-à-dire avoir recours aux deux alternatives simultanément. Maintenant, pourquoi je parle de législation haïtienne? En Haïti, il n'y a pas de loi sur la procréation médicalement assistée. Aucune loi actuellement. Donc, n'importe quel médecin qui fait ça, on peut t'arrêter. Il n'y a pas de loi qui. Bon, la loi est muette là-dessus. On peut ne pas pouvoir t'arrêter non plus parce qu'il n'y a pas de loi qui interdit ça. Mais il n'y a pas de loi aussi qui régule ça. Maintenant, il y a en fait, que dit l'éthique et le débat sociétal? Est-ce qu'il faut accepter que des femmes qui ont 80 ans ont recours au don d'ovocytes pour avoir des enfants? Quand l'enfant aura 10 ans, sa mère aura 90 ans. C'est des questions que je vous invite à réfléchir dessus. Mais effectivement, c'est une bonne chose de pouvoir donner la possibilité à des femmes qui ont des difficultés pour avoir un enfant. Et je vous dis franchement, ça aide à repousser les limites de ce qu'on appelle de l'infertilité actuellement. Et on parle presque plus de stérilité parce que même si la personne n'a pas d'ovule, elle peut bien faire une adoption biologique. Le don d'ovocytes, c'est une adoption biologique. Hein? Donc, c'est quand même, tu portes l'enfant et tu nourris cet enfant, mais tu sais que les ovules ne sont pas de toi. J'ai une infirmière qui est une patiente à moi, qui a 2 filles, qui a eu un cours à un don d'ovocytes. Mais c'est une nièce à elle. J'ai accouché les deux. Elle a une jumelle qui est née le même jour que moi. Et le mari a donné son spermatozoïde, le mari n'avait pas de problème. Et les enfants font la joie de la famille. Donc, mais c'est que c'est un dos et c'est les filles de sa nièce. Je connais la nièce. La nièce a aussi accouché. C'est moi qui l'ai accouché. Donc, c'est des choses qu'on vit, même en Haïti déjà. Mais il n'y a pas de loi dessus. Il n'y a pas encore de loi vraiment, qui régule ça. Mais je vous dis quand même, c'est quand même une bonne possibilité. Là, cette femme qui était quand même malheureuse, elle est tellement contente. Et il n'y a que elle, la nièce. La nièce n'en est même pas consciente. La nièce, elle, moi-même, et puis le mari qui est au courant de ça, mais personne d'autre. Et les filles ressemblent au mari parfaitement. Et un tout petit peu à la fois, parce que c'est les enfants de sa nièce, de la fille à sa sœur. Elle en a 19 ans quand elle avait donné ses ovules. Et c'est des filles qui sont en bonne santé. Donc, et c'est en Haïti que ça se fait, mais pour dire que oui, on a de plus en plus recours à ce qui est moderne, mais on n'a pas encore de loi pour encadrer ces choses. Maintenant, à quel âge arrêter le recours au don d'ovocytes? Tout comme faut-il accepter que beaucoup de gens et qu'une personne donne apporter un enfant à une mère, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a certaines mères, et ça s'est arrivé même avec une grosse star, qui avait recours à une mère porteuse, et la mère ne voulait plus libérer l'enfant. Elle était tellement habituée à l'enfant, tellement contente de porter cet enfant, à la naissance, elle a dit bon, qu'elle va remettre l'argent et qu'elle va garder l'enfant. Mais on a été au tribunal pour faire un test d'ADN, pour lui dire, mais non, ce n'est pas tes enfants. Comme mère, il n'y aurait pas dû avoir un test d'ADN négatif. Parce que la maman est toujours la vraie maman. Même si on a 2 faux pères, et il faut faire un test d'ADN pour vous tous qui êtes dans cette salle pour savoir si vous êtes de votre père réellement.
Mais ce qui est sûr, si vous n'êtes pas échangé à l'hôpital à la naissance, vous êtes l'enfant de votre maman. Eh bien, on a fait les tests. Eh bien, les tests, l'enfant n'était pas de cette femme qui était la mère porteuse, qu'elle voulait garder l'enfant, mais malheureusement, ce n'était pas de son enfant. Bref, c'est un débat sociétal. Je vous invite à réfléchir dessus. Donc, la procréation médicalement assistée, c'est une bonne chose, mais elle a encore des limites, notamment en Haïti, des limites légales, mais aussi au niveau international, et dans les limites éthiques et des limites sociétales. Et si vous avez des questions, je suis prêt à les prendre. Sinon, next time, on parlera des infections. Et pour finir, on parlera des masses, des tumeurs génitales. Les seins, on n'en parlera peut-être pas trop. Et le trouble sexuel non plus. Et ce qu'on appelle les pays, je crois que les gens devaient vous parler des pays de Early Pregnancy Unit, c'est-à-dire le début de la grossesse. Je lui ai dit qu'il faut qu'il parle de ça parce que je sais qu'il maîtrise ça très bien quand on a le jour. Mais moi, je ne vais pas en parler parce que c'est gynéco aussi, les 3 premiers mois de la grossesse. Mais bon, c'est le coup de être trop large, donc je m'arrêterai à voir uniquement les infections, les tumeurs masses pelviennes, et puis je finirai avec les seins. Pour les troubles sexuels, on va en parler de plus en plus dans les cours, mais je ne vais pas aborder ce chapitre. Vous êtes des enfants gâtés, on ne parle pas des troubles sexuels. Vous connaissez mieux que moi déjà les troubles sexuels. OK, et s'il n'y a pas de questions, guys, hello, des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Il n'y a pas de questions pour moi? Je vais partir, hein. Oui, oui, Monsieur, vous oui, m'entendez? très bien. En cas de varicocèle, en cas de Varicocèle, oui. varicocèle, est-ce que l'homme doit corriger et doit corriger pour qu'il puisse enfanter ou pas? Quelle est la conduite à tenir devant un homme avec varicocèle qui veut mettre enceinte une femme? Ben, pour ceux Je qui, de n'entends pas, celles qui ne savent monsieur. pas, Répétez pour moi, s'il vous plaît. quelle est la conduite à tenir dans un couple où l'homme a des varicocèles? C'est ça la question. Oui, docteur. Docteur. Oui, c'est quoi les varicocèles? Varicocèles, par définition, c'est comme il y a des varices, des vaisseaux testiculaires. C'est, c'est les vaisseaux testiculaires qui sont dilatés et il y a une mauvaise vascularisation des testicules. Donc, il y a une baisse de la production, non seulement des hormones, mais surtout des spermatozoïdes. Donc, dans les tubes séminifères, et tout ce qui est production de cellules sexuelles, donc la spermatogénèse est perturbée et cet homme a très peu de spermatozoïdes, des fois il n'en a pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas bien précis? Ben, puisque à la longue, ça peut déboucher sur même des troubles sexuels, il faut que l'homme cherche le traitement chez un neurologue. Mais si on veut aller vite, parfois il y a suffisamment de spermatozoïdes pour faire une insémination, mais il n'y en a pas assez pour avoir une grossesse spontanée. Donc, c'est une des indications de l'insémination artificielle, moyennant qu'on a un nombre quand même plus ou moins satisfaisant de spermatozoïdes. Donc, on peut faire les deux, soit un traitement médicalement assisté. Parfois, on peut donner des médicaments pour le monsieur, pour corriger, si c'est des varicocèles de grade 1, on donne des médicaments. Il y a des médicaments à donner au monsieur pour qu'il puisse éjaculer de bons spermatozoïdes. Mais quand on est grade 2, grade 3, parfois on peut même aller jusqu'à une opération, une varicocélectomie, pour essayer de déboucher les vaisseaux qui sont bouchés, les vaisseaux qui sont dilatés et bouchés, et les guérir pour pouvoir donner à l'homme la possibilité d'avoir de bonnes éjaculations et aussi mettre enceinte une femme. Mais parfois, on ne veut pas attendre tout ça. On peut aller directement avoir les spermatozoïdes du monsieur à partir de la masturbation et puis on fait l'insémination artificielle comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, il y a deux possibilités, traitement médical, traitement chirurgical pour le monsieur, mais dans l'immédiat, on fait quand même une insémination artificielle avec les spermatozoïdes que le monsieur a pour l'instant.
Bonne question, autre question encore. D'accord, quand même. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je m'en vais. Ça a été un plaisir. Bon, on m'a dit que je ne peux malheureusement pas faire l'intra. Donc, on aura un seul examen. Monsieur, Oui. j'ai une question. Mhm. Oui, monsieur, qui ça qui est capable de rendre spermatozoïde un garçon faible, d'une faible, faible? L'une des causes, c'est les varicocèles varicose. L'une des causes, c'est les varicocèles. Je vais expliquer c'est quoi les varicocèles. Ben oui. C'est l'une des causes. Aussi les infections, notamment les infections à chlamydia qui rendent les spermatozoïdes immobiles. Et aussi, c'est pas l'alimentation comme on pourrait penser. C'est pas le fait de manger mal. C'est pas ça du tout. C'est parce que le monsieur ne mange pas bien qu'il a des spermatozoïdes faibles. Non, c'est pas ça du tout. C'est un problème qui est lié probablement à la vascularisation des testicules ou bien des infections qui détruisent qui détruisent tout. Par exemple, qui détruit les vésicules séminales, qui détruit tout sur son passage. L'infection peut attaquer tout ce qui est l'appareil de production et d'excrétion des spermatozoïdes. Donc, en conclusion, c'est varicocèle, infection et des problèmes hormonaux, genre des troubles au niveau FSH, LH, etc. D'accord? OK. Ça a été un plaisir. Donc, on se voit, disons, mardi prochain. Et puis, voilà. Bonne journée et bonne Mais t'as semaine. pas de faire cette activité chez l'homme, non? Elle a une présentation. Il va vraiment dire rien. Et puis, plus que ça, elle a écrit, ah oui. Bonne fertilité. Vous avez encore une question? Je suis là. Il me reste quelques minutes encore, si vous voulez bien. C'est pas une question. Eh bien, bonne journée, bonne semaine de travail et à bientôt.